et Judith, qui est derrière les manettes, se fera un plaisir de vous répondre. Si vous avez des questions, je vous invite aussi à les poser dans le chat. Je pourrai les porter jusqu'à nos deux invités. Si vous souhaitez voir uniquement les personnes qui ont la parole ou qui sont nos deux conférencières, vous pouvez aller en haut de votre écran. Vous avez deux petites flèches, afficher les caméras actives, tous intervenants, masquer tout le monde. Vous pouvez afficher les caméras actives pour ne voir que les personnes qui parlent. Et finalement, je souhaite vous informer que ce webinaire est enregistré. Évidemment, on vous enverra le lien une fois qu'il sera mis en ligne. Voilà. Donc, j'en ai terminé avec les consignes. Donc, je vous invite à éteindre vos micros et vos caméras, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Je vous remercie de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce webinaire. C'est le deuxième que ITCOP et KEOPS organisent conjointement dans le cadre de la série Infrastructures et territoires, regards croisés France-Québec des acteurs de la recherche. Pour vous remettre un petit peu en contexte, l'objectif de cette série est de présenter les objets de recherche des chercheurs sous un angle thématique, mais aussi leur façon d'approcher leur recherche et de croiser ces regards de la recherche française et de la recherche au Québec. Aujourd'hui, dans le cadre de cette série de webinaires, nous allons parler de la mesure des effets et des impacts. Et pour cela, je suis ravie d'accueillir Carmen Cantuarias, qui est enseignante-chercheuse en économie au groupe ESPI à l'ESPI Paris et qui est membre du conseil scientifique ITCOP, et Marie-André Caron, qui est professeure titulaire à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal, et qui est membre du comité scientifique de KEOPS. Elle est d'ailleurs co-responsable de l'axe société, repenser la valorisation des grands projets d'infrastructure, et qui est la programmation qui fait partie de la nouvelle programmation scientifique de KEOPS qu'on a lancée hier. Mais je ne vais pas vous en dire plus sur Carmen et Marie-André et je vais leur laisser le plaisir de se dévoiler à nous. Donc, Marie-André, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur tes intérêts de recherche, sur ton itinéraire, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci, Armance, pour cette présentation. Donc, je travaille avec Nathalie Drouin, qui est présente également ici dans le webinaire, là, que vous allez peut-être rencontrer lors de la période de questions. Donc, nous travaillons sur les bénéfices non financiers des grands projets d'infrastructure. À la base, j'ai une formation de comptable. Mais très vite dans mon parcours, je me suis intéressée aux éléments sociaux, environnementaux, non financiers. Donc, surtout à la divulgation qu'on appelle extra-comptable. Et suite notamment à mon doctorat qui a une spécialisation en anthropologie et en stratégie. J'ai travaillé depuis, en fait, plusieurs années également en responsabilité sociale et en développement durable. Et j'ai été présente j'ai été membre du comité scientifique du CIROD, qui est un important regroupement stratégique en développement durable ici au Québec. Ce que je peux vous dire aussi, puisqu'il s'agit de se dévoiler, c'est en 2015, j'ai réalisé une publication que j'apprécie beaucoup, qui est tout simplement un chapitre de livre, mais qui finalement s'est avéré une contribution très importante dans ma réflexion pour la suite. Et les co-éditeurs de ce livre est Jérôme Duprat, que vous connaissez peut-être parce qu'il fait des spectacles régulièrement à Paris, puisqu'il est chanteur des Cowboys fringants. Mais il est aussi professeur-chercheur à l'Université de l'UQAM ici au Québec. Donc, il s'intéresse à la monétisation des services écosystémiques et il est venu me chercher parce qu'il savait que je travaillais sur des éléments qui étaient plutôt non économiques. Donc, j'ai travaillé sur la monétisation qu'on appelle plurielle des services écosystémiques. Et cette approche plurielle ou pluraliste est très importante dans mon parcours, comme vous allez le voir. Donc, pour faire court, là, puisque j'imagine que j'ai un temps quand même limité, n'est-ce pas, Armance? Donc, pour mes intérêts de recherche, je m'intéresse à la fois à la divulgation extra-comptable, qui est l'aspect systémique, mais également aux acteurs de cette divulgation. Et un acteur important, c'est le professionnel lui-même, notamment le professionnel comptable. Donc, je m'intéresse aussi à la pensée systémique à travers les compétences professionnelles. Donc, et je m'intéresse également à l'approche dialogique, qui est une approche agonistique, une approche critique en divulgation, et à la transparence des organisations publiques. Donc, j'arrête ici pour ma présentation.
Merci Marie-André, un parcours riche, une approche aussi qu'on a hâte de découvrir un petit peu plus. Carmen, je vais vous laisser nous en dire un petit peu plus aussi sur vos intérêts de recherche et sur votre itinéraire pour mettre un petit peu en contexte ce qui va suivre. Merci beaucoup, Armance. Merci aussi au réseau KEOPS et ITTCOP pour cette invitation. Pour moi, c'est un vrai plaisir de pouvoir échanger aujourd'hui avec Marie-André. Je vais vous dire un peu quelque chose sur moi, quelques mots. Je suis un économiste de l'environnement. J'ai été formée au Pérou à l'Université nationale agraire La Molina. C'est une université qui a une faculté d'économie avec une spécialisation en thématique d'économie agraire. Et c'est un peu dans cet univers du monde agricole que je me suis intéressée à les enjeux environnementaux. Je suis arrivée en France pour faire une thèse sur l'évaluation du capital naturel, principalement sur l'évaluation du capital minier. Dès là, effectivement, mon intérêt par les grands impacts de cette activité, pas simplement au Pérou, mais aussi un peu dans différents endroits dans le monde. Et aujourd'hui, je suis enseignante-chercheuse au sein de l'ESPI, qui est une école spécialisée dans les professions immobilières. Et on se dira quelle est la mutation entre l'activité minière et les activités dans la ville. Effectivement, aujourd'hui, en tant qu'économiste de l'environnement, j'ai eu l'opportunité de m'intéresser également à des enjeux urbains et c'est les principales activités qui me poussent dans mes travaux actuels. Dans ce parcours, en tant qu'économiste de l'environnement, j'ai eu aussi l'opportunité d'être chargée de mission au sein du CGDD, qui est une direction du ministère de l'Environnement ici en France. Et j'ai participé dans l'accompagnement de certains dispositifs de la loi biodiversité de 2016. Dans cette aventure qui est accompagnée des dispositifs de la loi biodiversité, je me suis intéressée à la compensation écologique, mais aussi à des programmes des paiements par services écosystémiques. Voilà un peu quelques mots sur mon parcours dans la prise en compte des enjeux environnementaux dans les décisions économiques. Merci Carmen. Alors vous avez toutes les deux des parcours fort intéressants. Vous nous avez un petit peu parlé de vos recherches. On comprend qu'il y a quand même des endroits où vos perspectives se rencontrent un petit peu. Et aujourd'hui, on vous a invité pour nous parler de la question de l'évaluation des effets et des impacts des infrastructures et de leur utilité. Donc Marie-André, selon vous, quelle en est l'utilité? Je vous laisse la parole. Donc, pour vous parler de l'utilité, évidemment, il faut qu'on vous parle de notre approche. Il s'agit vraiment, dans un premier temps, de bonifier la valeur d'un projet. Donc, on pense vraiment que d'intégrer les bénéfices non financiers permet de bonifier la valeur d'un projet. On s'intéresse donc beaucoup à la valeur sociale du projet. Mais je dirais, évidemment, qu'il s'agit aussi de considérer que le non financier, puisque c'est de ça dont il s'agit, peut éventuellement être traduit en financier. Mais encore là, attention, il s'agit d'un financier bonifié, c'est-à-dire un financier qui tient compte de la prudence qu'il faut accorder à toute mesure quantitative. Donc, il ne s'agit pas de mesurer pour mesurer, mais bien de considérer également à qui sert la mesure et surtout que la mesure peut et doit évoluer. Donc, il s'agit de considérer une mesure ouverte, une mesure flexible. Et ça, c'est extrêmement important. Et moi, j'ai le grand bonheur en comptabilité, donc d'avoir un courant critique très florissant en ce moment sur cet aspect-là. Donc, il y a énormément de chercheurs en comptabilité critique qui se penchent sur la nécessité de ces mesures qui sont flexibles, qui sont ouvertes. Et donc, je dirais qu'une fois qu'on a bien dit ça, qu'on s'est posé dans cette optique-là, ce que permettent les bénéfices non financiers, c'est également de partager la responsabilité au sein des différents intervenants. Lorsqu'on les dévoile, ces bénéfices non financiers, bien, on est en mesure après d'y rattacher des responsables. Il ne s'agit pas de faire partager cette responsabilité par un seul acteur. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant. Mais ça permet aussi, en faisant l'exercice d'identifier donc les bénéfices non financiers, de mieux connaître ces parties prenantes
possiblement de mettre au jour des parties prenantes qu'on n'avait jamais considérées, de mieux connaître aussi les enjeux qui sont liés aux différents cycles de vie du projet, puisque notre approche tient aussi beaucoup compte de ces étapes de cycle de vie. Mais il faut quand même aussi bien voir qu'il existe déjà une quantité astronomique de protocoles, de guides, de lignes directrices pour tenir compte des bénéfices non financiers. Donc, ce qu'on propose est aussi d'aider à mieux comprendre ces protocoles en tentant de les adapter à notre réalité, à la réalité des différentes études de cas que l'on mène. Donc ça, c'est un élément très important. On ne cherche pas à développer une espèce de modèle universel qu'on voudrait voir appliqué de manière uniforme à tous les projets, mais notre approche est vraiment de comprendre les contextes spécifiques de chacun des grands projets. Et ces contextes spécifiques, ce sont des contextes bien souvent relationnels entre les différents intervenants d'un grand projet. Hein? Et on se rend compte que finalement, il y a énormément d'intervenants sur toute la ligne là, du cycle de vie. Donc, cette situation particulière évolutive, elle est très importante. Et aussi, ce qu'on réalise, et ça, je reviens à ma fameuse publication là, de 2015 où je m'intéressais à la monétisation plurielle, j'ai scruté l'invention de l'amortissement. Vous savez que l'amortissement en comptabilité, c'est un élément qui est extrêmement important. Il a permis historiquement aux entreprises de préserver leur capital financier contre l'appétit des actionnaires. Donc, à le protéger de l'appétit des actionnaires. Donc, l'entreprise assure avec l'amortissement une certaine capacité de renouveler son capital financier. Et il y a des chercheurs comme Jacques Richard, que vous connaissez peut-être, qui a développé le modèle CARE, qui est parti de cette idée et qui a dit pourquoi pas appliquer cette idée au capital environnemental, capital social aussi, qui est une excellente idée. Alors, j'ai scruté cette invention de l'amortissement, qui est un ouvrage volumineux qui a été écrit par le chercheur Lemarchand. Et on a bien réalisé que finalement, dans un premier temps, il a bien fallu l'inventer, par exemple, le capital financier. Et ça, on l'a inventé le jour où les entreprises se sont formées. C'est-à-dire que l'entreprise n'était plus seulement une expédition maritime où l'entreprise était dissoute lorsque l'expédition était terminée, mais on assurait une certaine permanence avec des édifices, des immobilisations, donc qu'il fallait amortir, qu'il fallait préserver, qu'il fallait renouveler sur un certain nombre d'années. Alors, je me dis que pour les bénéfices non financiers, c'est la même idée. Il faut d'abord les inventer, il faut leur donner une vie, et pour ça, il faut que des porte-paroles le portent. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et dans une organisation, c'est la même chose. Ça nous prend à un moment donné un champion qui intègre cette idée, cette notion, qui l'invente, si on veut, à l'intérieur de l'entreprise ou du grand projet lui-même. Okay? Ensuite, et ça s'est vraiment passé comme ça dans l'histoire de l'amortissement, les économistes sont arrivés, ils ont dit oui, mais il faut l'évaluer, cette provision ou cette perte de valeur qu'il faut préserver. Donc, les économistes ont fait un important travail à ce moment-là. Évidemment, ça a ajouté beaucoup de crédibilité à la démarche, ça a ajouté de la réalité à la démarche. Mais ensuite, ce qu'il a fallu faire, c'est qu'il a fallu que des compagnies y adhèrent. Donc, la Compagnie des Indes, par exemple, qui est partie en grandes expéditions, ont adopté cette idée, mais ce faisant, l'ont adaptée. Hein? On sait très bien qu'on adopte en adaptant. Si on n'a pas possibilité d'adapter, on n'adopte pas. C'est un élément qui est beaucoup trop rigide. On ne l'adopte pas. Donc, c'est le même principe avec les BNF. Une fois que les économistes y auraient donné une certaine valeur, et là, on peut penser ensuite à une certaine adoption, mais adaptation par les entreprises. C'est la raison pour laquelle nous, on insiste beaucoup sur la flexibilité de la mesure, sur la possibilité de l'adapter aux réalités concrètes, pour que les entreprises puissent l'adopter. Donc voilà, ça vous décrit un peu la manière dont on considère l'importance de ces impacts pris en compte dans les bénéfices non financiers, mais aussi notre approche qui tient compte de la spécificité. Merci Marie-André. Vous avez fait référence aux économistes qui ont eu besoin d'évaluer. Alors, je vais laisser Carmen réagir et peut-être apporter un éclairage différent ou enrichir votre perspective. Donc, Carmen, je vous laisse la parole.
Merci beaucoup Marie-André, effectivement, et merci aussi pour cette présentation aux économistes qui se sont intéressés à l'évaluation du capital naturel. Et je me retrouve effectivement dans cette courante. Lors de ma thèse, on s'était intéressé à quelle était la dépréciation naturelle du capital minier. On a essayé effectivement de comprendre comment la valeur de ces ressources naturelles s'apprécie dans le temps. Et comment on devrait, par la rente créée par l'utilisation d'une ressource épuisable, conserver une partie de ces rentes pour les générations futures, ce qu'on appelle la rente de rareté, en termes théoriques, la rente de haute ligne. Et dans ce sens, l'effet de pouvoir mettre en lumière cette rente et la participation dans la création de la rente des différents acteurs, la rentabilité de la terre, cette rente ricardienne, et la rentabilité de l'entreprise, de l'investissement et le profit qui est attendu, mais aussi une rente extraordinaire qu'on pourrait garder ou épargner pour les générations futures qui ne pourront pas profiter de ces ressources vis-à-vis à l'extension, l'exploitation actuelle. Dans ce sens, effectivement, cette mesure qu'on appelle l'amortissement ou la dépréciation naturelle en termes de comptabilité environnementale nous permet d'imaginer des mécanismes financiers pour pouvoir préserver cette rente des raretés par des fonds, chose qui certains pays riches en ressources naturelles ont pu imaginer, mais aussi pouvoir imaginer une taxation à l'auteur de cette rente de ressources, ce qui nous permettrait effectivement de prendre en considération des enjeux de justice environnementale dans l'extraction de certaines ressources naturelles. C'est un peu dans ce sens que nous retrouvons certains travaux dans l'économie de l'environnement, mais nous pouvons aussi explorer certains outils qui nous permettent d'utiliser des mesures d'évaluation du capital naturel comme les analyses coût-bénéfice, dans lesquelles on pourrait intégrer dans ces analyses coût-bénéfice certains indicateurs de dépréciation pour considérer l'épuisement de ces ressources. Dans mon cas, j'ai eu l'opportunité de participer d'un projet dans lequel on s'était intéressé quelle était la contribution de certains minéraux dans l'extraction du platinium par la fabrication d'hydrogène pour un changement dans la mobilité. Si aujourd'hui on imagine qu'on veut une transition dans la mobilité plus vertueuse et si on souhaite transformer nos voitures à combustion et gagner des épargnes en CO2, voilà. Mais on sait bien que ces nouvelles mobilités pourraient aussi être autant demandeurs de certains minéraux et dans ce sens, il n'y a pas simplement une réflexion en termes de baisse des émissions, on devrait aussi considérer l'épuisement de certaines ressources naturelles. Voilà, ça c'était un exemple dans lequel on a pu utiliser des mesures de dépréciation du platinium, extraction concrète de cette minerai, mais exemple dans ces cas, on va trouver plusieurs qui nous montrent comment ces outils de comptabilité des mesures nous permettent d'intégrer pas simplement les bénéfices environnementaux, mais aussi les coûts de ces actions, de ces projets, des grands aménagements des infrastructures. Merci Carmen. Mais merci Carmen et Marie-André de nous avoir nourris de votre perspective. On comprend l'enrichissement de l'approche traditionnelle des infrastructures que vous faites, des infrastructures. Par approche traditionnelle, j'entends plus le côté coût-bénéfice, donc que vous nourrissez de beaucoup d'éléments. C'est extrêmement intéressant. Et maintenant qu'on comprend mieux l'aspect théorique, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de comment cela se traduit dans votre travail avec le milieu, nous parler un petit peu plus de vos recherches, de démarche, le cadre, pardon. Donc l'application à un cas concret. Je pense que vous avez chacune préparé un support visuel pour soutenir votre présentation. Marie-André, je vais vous céder la parole. Oui, alors je vais partager mon écran. Et moi, je disparais. Voilà. Donc, comme ça va?
OK. Donc, je vous ai mis là l'ouvrage dont je vous parlais, qui rejoint également les intérêts de ma collègue Carmen, donc sur nature et économie, dans lequel j'ai le fameux chapitre de livre où je vous parle de l'évaluation plurielle, de la monétisation plurielle des services écosystémiques. La meilleure manière de vous présenter de la façon dont nous, on travaille avec le milieu, c'est de vous présenter notre objectif, mais surtout notre démarche. Donc, évidemment, notre objectif, c'est d'aider les intervenants concernés à intégrer les BNF à différentes étapes des grands projets. Donc, comme étape, on considère, par exemple, la planification, conception, construction, exploitation, revitalisation, évaluation, mais surtout, notre démarche est constituée de 3 étapes importantes. Dans un premier temps, comme je vous disais, nous, on veut très bien comprendre le contexte spécifique de chacun des projets. Donc, on a mené une revue systématique de la littérature au niveau international sur les BNF pour partir vraiment de ce à quoi les intervenants liés aux grands projets accordent eux-mêmes de l'importance. On a validé ces éléments-là à travers des ateliers de travail et maintenant, nous sommes à réaliser des études de cas. Donc, la revue systématique, elle est publiée déjà. Donc, vous avez là la référence, donc avec ma collègue Camille Radou et Nathalie Drouin. Et cette revue systématique de littérature nous a permis d'identifier plusieurs manières dont les intervenants liés au grand projet se représentaient les bénéfices non financiers. Donc, il n'y a pas une façon. Vous savez, je suis toujours intéressée, moi, par les approches plurielles. Donc, il y a plusieurs façons de se les représenter. On a découvert des manières plutôt analytiques et des manières plutôt holistes. Mais même parmi les représentations holistes, on en a identifié 3. Il y a des représentations holistes binaires, holistes désencastrées ou holistes encastrées. Et on voit bien que à travers ces différentes représentations, les intervenants peuvent évoluer donc à travers ces représentations. Donc, démarrer avec une approche qui serait binaire et finalement se retrouver avec une approche qui serait plus encastrée. On voit ici, vous allez voir qu'il y a un certain niveau de difficulté entre ces 3, par exemple, représentations holistes et la perspective encastrée est plus ambitieuse. On a vu aussi que les bénéfices non financiers étaient représentés souvent en termes de risques. Et les analyses de risque sont des analyses très régulièrement utilisées par les intervenants des grands projets, donc c'est pas nouveau, là. On a vu aussi que certaines démarches étaient fortement reliées aux facteurs clés de succès, nos fameux KPI, qui ne sont pas nouveaux non plus. On a vu qu'ils étaient parfois reliés à des analyses coûts-bénéfices, ils étaient reliés à la stratégie, reliés au développement durable, RSE, aux services écosystémiques. Donc, comme les bénéfices non financiers peuvent être représentés à travers au moins ces 5 éléments, eh bien, l'idée, c'est de se rapprocher de ces représentations pour faire évoluer une représentation vers une représentation qui serait plus riche, mais de partir vraiment de celle qui est préférée par les différents intervenants. Donc, au niveau analytique, voici à peu près ce que ça donne. Donc, on retrouve des dimensions principales et des dimensions secondaires auxquelles on rattache des bénéfices non financiers. Donc, on retrouve les principales catégories d'intrants, d'extrants, des catégories liées au site et des catégories de gouvernance. Pour ce qui concerne la représentation binaire, on en a retrouvé au moins 2 types, c'est-à-dire une représentation qui vont chercher à réconcilier 2 éléments qui, a priori, pourraient s'opposer, c'est-à-dire une représentation de la valeur du client versus une représentation qui est la valeur proposée par les maîtres d'œuvre du projet. On a aussi une représentation binaire qui vise à distinguer des parties prenantes externes et des parties prenantes internes, qui vise à distinguer un niveau tactique et un niveau stratégique. Donc, on les distingue pour ensuite tenter de les réconcilier. Ensuite, on a évidemment la perspective désencastrée que vous avez probablement tous déjà vue, puisque c'est une perspective avec laquelle on a beaucoup représenté le développement durable. Mais comme ici, il s'agit de la valeur sociale, eh bien, on a une dimension économique, politique et culturelle. Et on voit que la dimension sociale, finalement, est l'intersection de ces 3. Donc, on pourrait très bien imaginer une démarche progressive qui favoriserait certains éléments ou la rencontre de 2 parmi ces 3 pour finalement progresser vers une intersection de ces 3 dimensions. Mais il s'agit vraiment là d'une démarche qui est progressive. Alors qu'ici, dans la représentation holiste encastrée, il s'agit pour chacun des éléments qui se retrouvent à l'intérieur des 3 cercles
de tenir compte en même temps de l'aspect sociétal. Donc, on voit très bien que là, on a un niveau de complexité supérieure qui peut tout à fait bien correspondre à une démarche d'apprentissage des intervenants du grand projet qui serait la résultante d'un apprentissage qui aurait pu durer, je ne sais pas moi, entre 5 et 10 ans, par exemple. Donc, en résumé, on voit des représentations différentes et des approches également qui sont orientées analytiques ou holistes, mais même parmi ces deux approches, on voit des approches davantage orientées DD, donc développement durable, mais aussi des démarches qui ne sont pas du tout orientées sur le développement durable, mais qui peuvent être tout à fait pertinentes aussi pour intégrer les bénéfices non financiers. Donc, des approches qui seraient davantage axées sur les facteurs clés de succès, sur l'analyse de risque. Donc, c'est très important de considérer que nous, dans notre approche, pour nos études de cas, on part vraiment des représentations des intervenants eux-mêmes et on les aide, dans le fond, à évoluer à l'intérieur de cette représentation. Nos ateliers de travail, menés avec des gestionnaires de grands projets qu'on a tenus à Montréal l'an dernier, avant les restrictions sanitaires, là, on a réalisé que il y avait évidemment plusieurs groupes et sous-groupes impliqués dans les grands projets d'infrastructure et qu'il fallait parvenir à les orchestrer. Donc, on parle de représentations différentes, mais on peut retrouver des représentations différentes à l'intérieur même des groupes et des sous-groupes. Un élément très important est évidemment aussi de gérer la temporalité. Comme il s'agit d'une démarche d'apprentissage, donc cette temporalité-là, elle est extrêmement importante. C'est pour ça que les études de cas que l'on mène sont toutes des études de cas longitudinales. On a bien vu qu'il fallait bonifier la communication entre ces différents sous-groupes, évidemment la formation. On a aussi réalisé l'importance d'un concept fédérateur. Le développement durable est utilisé dans ce sens-là. C'est comme un concept large dans lequel on peut mettre beaucoup de choses. On peut y associer plusieurs représentations, hein, on le sait très bien. Et c'est ce qu'on appelle en théorie un objet frontière. Et c'est un concept qui peut aider à fédérer des démarches à travers les différents sous-groupes. Évidemment, interroger les parties prenantes, la communauté plus large au sens, la communauté beaucoup plus large, et c'est vraiment là, ce qu'on mène en ce moment à travers nos études de cas. On priorise la mesure, les intervenants nous l'ont bien dit, ce qui n'est pas mesuré n'est pas pris en compte, mais évidemment, la mesure avec prudence. Donc, c'est une mesure ouverte, une mesure flexible, qui évolue en fonction des différents objectifs associés à la mesure. Il faut toujours comprendre la raison pour laquelle on mesure, c'est qu'on cherche à changer comme comportement et non pas la mesure pour la mesure. Donc, en bref, on a cherché, nous, à être compatible avec les contraintes du triangle d'or en gestion de projet. Hein. Les éléments de coût, qualité et délai sont toujours des éléments importants. Donc, il faut considérer que les BNF vont se greffer à ces éléments-là et non pas être contradictoires. Hein. Il n'y aurait pas adaptation possible, donc il n'y aurait pas adoption possible des BNF si on ne respecte pas ces contraintes. Donc, l'apprentissage est très important. L'élément d'inclusion, l'ouverture, le dialogue, pour identifier des parties prenantes qu'on aurait oubliées. Donc, ça, c'est un élément aussi qui est très important. Mais aussi, à travers les parties prenantes, il faut considérer ce qu'on appelle une participation paradoxale des parties prenantes. Les parties prenantes peuvent être très favorables à certains aspects du projet et plutôt en désaccord avec d'autres. Donc, il y a des forums évidemment, qui peuvent être organisés, qui sont déjà organisés dans certains projets pour considérer ces implications paradoxales et les rendre constructives pour le projet. Armance, vous me faites signe lorsque je serai en dehors. Je vous laisse une minute. Une minute, d'accord. Donc, je vais faire rapide. Comme on a identifié plusieurs représentations, eh bien, on invite les gens dans les études de cas, dans un premier temps, à identifier leur analyse analytique des encastrés, etc. Et on les invite également à choisir les catégories pertinentes, c'est-à-dire les enjeux prioritaires, et ensuite les indicateurs plus précis, et d'identifier les porte-paroles concernés. Donc, ça veut dire que l'étape 1, 2, 3, 4 n'est pas linéaire. Hein? Dès qu'on identifie de nouvelles parties prenantes importantes, il faut retourner à l'étape 1 et revoir ces éléments-là. Donc, c'est toute la flexibilité du modèle ici qui est importante. Évidemment, toujours se questionner sur la mesure, quel comportement on veut voir changer à partir de ces mesures. Et il y a un comportement très important en ce moment qui est vraiment mis en réflexion par plusieurs chercheurs dans les grands projets,
c'est de faire évoluer la fameuse règle du plus bas soumissionnaire. Donc, en intégrant les bénéfices non financiers, on se rend compte que cette règle, finalement, elle peut être extrêmement nocive. On travaille sur une étude de cas en ce moment sur une centrale hydroélectrique. Donc, et on travaille sur les éléments, là, sur les centrales que vous voyez tout en bas ici de cette carte. Et la question de recherche principale dans ce projet, c'est quels sont les enjeux de l'appropriation de la centrale hydroélectrique par le milieu lui-même. Donc, on cherche à voir les bénéfices non financiers générés par le projet, mais à travers l'appropriation du milieu, c'est-à-dire du barrage, de la centrale, qu'ont fait les différents acteurs là, concernés par ce projet. Donc, vous en avez là une représentation un peu précise. Et donc, je vais terminer avec ça. Notre démarche, c'est vraiment d'identifier d'abord les antécédents, c'est-à-dire quelles sont les attentes des différentes parties prenantes à l'égard de ce projet. Donc, pour ça, on a fait une revue de presse. Et ensuite, on s'est intéressé à la gestion qu'a fait les intervenants importants du projet, de son lien avec la société. Et finalement, on s'interroge sur les résultats, c'est-à-dire sur la valeur créée par ce projet, c'est-à-dire l'appropriation en tant que telle qui a été faite par les acteurs. Là, et ça, vraiment, il s'agit d'une démarche qui est longitudinale, là, qui couvre au moins, je dirais, au moins 20 ans entre les antécédents et les résultats eux-mêmes. Merci. J'espère pas avoir été trop longue. Merci beaucoup, Marie-André. Maintenant, ça me brise le cœur de devoir vous interrompre. C'est absolument passionnant. C'est passionnant, puis j'aime bien la notion d'apprentissage, c'est-à-dire c'est pas une démarche absolue, immédiate, c'est un apprentissage, c'est flexible, c'est évolutif, ça s'adapte, et je pense que c'est ça qui est extrêmement intéressant à retenir, c'est que il y a rien d'absolu là-dedans, d'immédiat. Il faut accepter que ça puisse prendre du temps. Donc, merci Marie-André d'avoir vraiment souligné ces aspects-là. On cherche à enrichir l'approche traditionnelle et non pas à créer quelque chose de nouveau à côté. Donc, l'enrichissement crée quelque chose, mais c'est vraiment de l'enrichissement. Donc, c'est extrêmement intéressant comme approche. Merci Marie-André. Et je vais céder la parole à Carmen qui va, vous allez nous présenter votre travail avec les milieux. Donc voilà, puis juste pour les personnes qui sont dans le public, Keops avait organisé un colloque il y a quelques semaines sur les bénéfices non financiers où on a abordé un peu plus ces questions-là. Donc, je vais vous mettre le lien dans le chat et maintenant je me tais et je laisse la parole à Carmen. Carmen, à vous la parole. Merci beaucoup, Marie-André, pour ces perspectives. Effectivement, ces besoins de chercher l'adaptation et la compréhension de toutes les parties prenantes dans les temps, mais aussi dans les territoires. Et c'est un peu dans cette notion de compréhension de comment l'écosystème interagissent comment nos actions interagissent dans l'écosystème. On a construit un projet que je vais vous présenter. Il s'agit d'un projet qui vient de démarrer, qui se développe dans les cadres des travaux des ITT-COP. C'est le projet Summer. Summer cherche à évaluer la capacité des infrastructures de transport à répondre à la demande des services écosystémiques d'un milieu urbain. C'est un projet qui vise à développer un cadre méthodologique pour mieux comprendre les services écosystémiques urbains dans un territoire fortement artificialisé par les infrastructures de transport. Dans ce sens, nous sommes plusieurs partenaires à travailler dans ce projet. C'est un projet piloté par l'INRAE et les groupes ESPI, AgroParisTech, l'entreprise Valoris, qui est une entreprise spécialisée dans les génies écologiques et la restauration des sols, et la métropole du Grand Lyon. Dans ce projet, qui vient de commencer, notre sujet d'étude, c'est les socio-écosystèmes urbains et artificialisés de la ville de Lyon. On s'intéresse à comment ces infrastructures qui transforment nos paysages urbains, mais en même temps qui apportent des services tels qu'un réseau ferroviaire, mais aussi un réseau fluvial, les points d'intersection, ce qu'on appelle aussi les interfaces ou les emprises, vont contribuer
vont créer aussi des externalités positives et négatives. Dans ce sens, on essaye de comprendre les systèmes écologiques qui est producteur des services écosystémiques, qui est caractérisé par les différents cycles d'espèces, de nutriments, mais aussi la configuration de ces paysages, mais les populations existantes et présentes dans ce système écologique. Nous essayons de comprendre la demande pour ce type de services, quels sont les processus sociaux et qui essayent d'améliorer, mais aussi qui ont des modes de gestion en particulier qui affectent cet écosystème urbain, et ce qui nous permet aussi de nous intéresser à ce qu'on appelle les systèmes d'acteurs. Cette évaluation des services écosystémiques urbains dans une compréhension de ce que serait l'offre par la production des services et la demande par l'évaluation économique de ces services du sol. Quand on entend services écosystémiques, je me permets un peu de vous rappeler, on s'intéresse à certains services tels que la filtration de l'air, la régulation du climat à l'échelle de la rue, de la ville, une certaine réduction du bruit par les espèces végétales, l'amélioration du drainage des pluies, les traitements des eaux usées par la restauration de certains sols humides, mais aussi des services récréationnels et culturels. Dans ce sens, on prévoit, accompagné dans le cadre de ce projet, la renaturation de certains espaces de la métropole. L'objectif de ce projet Summer est de construire une méthodologie fondée sur l'offre et sur la demande des services dans ce territoire fortement artificialisé qui est en train de vivre un processus de renaturation, d'essayer de restaurer notre écosystème artificialisé par la végétalisation. Dans ce territoire, nous avons les plans canopés, ces plans qui visent, comme je viens de le mentionner, pas simplement à végétaliser, mais aussi à replanter des espèces adaptées au bassin versant du Rhône. Dans ce sens, c'est ce qu'on cherche dans cette évaluation des services écosystémiques et aussi une certaine évaluation de la capacité de nos infrastructures de transport à contribuer à la production des services par la demande, par la disponibilité à payer de cet usager ou de cette citoyenne à contribuer également à une certaine production, une certaine restauration, un certain maintien de ces services et quels seront les modes de gestion les plus adaptés. Nous en avons 3 grandes tâches dans les projets. Une première tâche qui s'intéresse à l'offre, par les études du sol et la modélisation de certains scénarios de renaturation écologique de cet territoire pilote qui est la ville des Enfants dans le sud-est de Lyon. Nous en avons une deuxième tâche qui s'intéresse à une évaluation économique des services écosystémiques par des enquêtes de terrain et une troisième tâche dans laquelle on va étudier les marchés immobiliers de ces territoires, l'influence de cette végétalisation et ces différents projets de renaturation dans les bâtis, avec des diagnostics territoriaux des différents acteurs impliqués dans les processus de renaturation. Je vous ai dit que le territoire pilote est celui des Enfants. Voilà, et un tampon, ils sont tampons d'un demi kilomètre autour. Voilà, et pourquoi on a choisi ce territoire des Enfants, qui est un territoire qui présente un déficit d'arbres urbaines assez important, des enjeux sociaux, mais aussi des enjeux de qualité de l'air assez marquantes, mais aussi un territoire fortement impacté par les emprises des infrastructures de transport. C'est un territoire dans lequel nous en avons plusieurs autoroutes, voies ferrées, voies navigables, des lignes de haute tension et des transports d'hydrocarbures. C'est vraiment un territoire sur lequel on pense pouvoir par la suite utiliser comme démonstrateur pour des autres processus de renaturation dans des autres villes impactées également pour ces différents axes et ces différentes infrastructures.
pour que vous voyez un peu en quoi ça consiste cette évaluation économique et comment on fait ressortir les choix d'un usager. Vous pouvez imaginer certaines cartes des choix. Là, nous avons des scénarios A et des scénarios espérés, attendus, de végétalisation, dite B. Là, et on essaye par des focus groups et par des enquêtes individualisées d'identifier la potentielle contribution de chacun de ces attributs pour un paysage végétalisé. Ça vous donne une idée de comment certaines cartes de choix pourront être mises en place. Dans cette étude, dans ce projet qui vient de commencer cette année, si on doit s'intéresser à quelle est l'utilité de l'évaluation de ces effets et des impacts, vous en avez ici une image du territoire des enfants. Voilà, vous voyez ici les bassins versants du Rhône, les sud-est de Lyon, et vous voyez ici effectivement nos territoires d'études. Dans ce sens, les projets cherchaient à rendre visibles ces services écosystémiques du sol et d'un territoire afin d'inciter l'usager à contribuer à la restauration de ces services écosystémiques, à rendre visibles ces services et à participer d'un processus de renaturation de la ville. Je ne suis pas toute seule dans ce projet. C'est un projet dans lequel j'ai le plaisir de travailler avec Başak Baramoglu, qui est une économiste de l'INRAE, mais aussi des agronomes, des écologues et des géographes de la ville qui participent dans ce projet. Bien sûr, l'équipe de la métropole et de la ville des enfants. Je vous ai mis un peu quelques références sur les projets, mais aussi je vous avais parlé tout à l'heure d'une étude dans laquelle on s'était intéressé à la dépréciation du capital naturel, la dépréciation des minéraux. Voilà, je vous ai mis également la référence de cette étude. Et j'espère pas avoir été très long, Armance. Merci Carmen. Maintenant, voilà, je réapparais à l'écran pour vous signaler la fin. Merci beaucoup, Carmen. C'est extrêmement intéressant. C'est aussi intéressant de souligner pour vos deux démarches le côté multi ou transdisciplinaire, le fait que vous n'êtes pas seulement des économistes ou des comptables à travailler là-dessus, mais il y a toute une série, j'allais dire de corps de métier, mais de spécialités qui sont sollicitées pour mener à bien ces projets-là. C'est extrêmement intéressant. Juste pour vous informer, on a mis dans le chat les liens vers les projets de recherche que nous ont présentés Marie-André et Carmen. Vous trouverez donc un peu plus d'informations sur ces projets de recherche. Là, on avait un petit 7 minutes pour vous faire par intervenante pour vous présenter. Donc, c'est un portrait très, très rapide. Si vous souhaitez en savoir plus, c'est donc dans le chat. Puis évidemment, les présentations seront mises en ligne ainsi que l'enregistrement. Donc, vous retrouverez les références bibliographiques sur nos sites web respectifs. On vous enverra ça dès que ce sera disponible. Voilà. Bien, écoutez, merci Carmen, merci Marie-André. J'appellerai maintenant, je ne sais pas si ça a éveillé des questions parmi nos participants. Si quelqu'un souhaite en savoir un petit peu plus ou une question qui est restée en suspens. Je ne sais pas. Par exemple, Marie-André, quelles sont les étapes cruciales du cycle de vie d'un grand projet d'infrastructure pour une intégration réussie des bénéfices non financiers dont vous nous parliez un petit peu plus tôt? Oui, alors merci Armance pour votre question. C'est sûr que l'étape de planification est extrêmement importante, hein, mais par contre, ce que je dirais, c'est que un peu à toutes les étapes, il se manifeste quelque chose hein, qui est extrêmement important. Donc, je ne pense pas que parce qu'on aurait loupé, par exemple, la prise en compte des BNF à l'étape de planification, qu'il faudrait dire, bon, ben finalement, il est trop tard, je ne peux rien faire. Non, je pense que à l'étape même d'exploitation de l'infrastructure, celle-ci s'étend sur plusieurs années. Donc, au cours de cette étape, on peut voir des variations très importantes au niveau des bénéfices qui sont à considérer. Donc, moi, c'est toujours l'idée de considérer la flexibilité du modèle. Donc, à chacune des étapes, il se présente des choses et chacune des étapes est évolutive d'une certaine façon. Je pense qu'on a des questions dans le chat. Si oui, merci Marie-André. Excusez-moi, j'arrivais plus à retrouver mon petit micro. Oui, effectivement, on a une question.
Quelle est la place des incitations par le marché pour viser des infrastructures durables en France et au Québec? Quel label ou certification, par exemple? Puis là, peut-être que je vais laisser Carmen parler, puis Marie-André ajouter une perspective plus Québec, peut-être? Merci beaucoup, Armance. Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, je pense que la place des incitations par les marchés, elle est assez intéressante. Je vais vous citer un exemple très d'actualité ici en France. Nous en avons, bien sûr, ces enjeux des transitions énergétiques et des dons des grands programmes de rénovation thermique. Actuellement, dans ces programmes de rénovation thermique, on peut imaginer aussi l'isolement par les végétales et certains services attribués à ces infrastructures. On voit émerger dans cette construction d'un immobilier durable de nombreuses certifications. Voilà, certification dans plusieurs sens, hein, certification par les matériaux, certification qui vont faciliter la prise en compte de certains enjeux de ce qu'on considère un immobilier durable, les conforts de l'habitat, une baisse dans une amélioration de l'efficacité thermique des bâtiments et bien sûr les enjeux de biodiversité dans un bâtiment. Je peux vous citer le label Biodiversity qui présente de nombreux avantages. Et dans ce sens, on voit que par la certification, il y a une anticipation à la réglementation qui est en train de se mener. On a vu évoluer avec la loi de la transition énergétique de 2015 un certain objectif de rénovation thermique et en même temps, en parallèle, différents décrets d'application. Un des derniers décrets de 2020 qui s'intéresse à viser la rénovation thermique des bâtiments tertiaires, des bâtiments de bureaux ici en France, il date de 2020-2021 avec une application pour 2022. Mais on voit en parallèle à ces enjeux réglementaires, des enjeux de marché qui tentent à être autant incitateurs des investissements des groupes pour faciliter, inciter. Et finalement, on pourrait se poser la question effectivement de la valeur ajoutée de toutes ces incitations, pas simplement d'anticipation, mais finalement des transformations d'un secteur. Et je pense que ce type d'exemples pourront être très bien appliqués à des infrastructures. Je vois un peu ces mouvements dans l'immobilier. Je l'espère voir à une échelle beaucoup plus grande dans des infrastructures de plus grande taille. Merci Carmen. Marie-André, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose à ça. Très brièvement, on dit au Québec, mais en fait au Québec, on s'inspire beaucoup de ce qui se fait à l'international. Je pense par exemple à Envision qui est utilisé et dans le fond suggéré par d'importants cabinets d'ingénierie à Montréal. C'est très important, je suis d'accord avec Carmen, pour donner une incitation. Dans le fond, un projet aime toujours avoir sa certification, ça se vend mieux. Par contre, il faut vraiment aller au-delà de ça. Et c'est ce qu'on propose avec une démarche qui tient davantage compte des spécificités de chacun des projets. Donc, dans l'élément de flexibilité d'évolution, oui, on part avec une certification, mais il faut vraiment, après, vraiment l'adapter à la réalité particulière du projet. Et c'est ce que nous, on propose, dans le fond, comme chercheurs universitaires, c'est d'aller au-delà de ces modèles parfois un petit peu trop uniformes, qui manquent de flexibilité. Merci Marie-André. C'est extrêmement intéressant parce qu'effectivement, souvent on court un petit peu après les certifications, mais il ne faudrait pas que ce soit une fin en soi, il faut aller au-delà de la certification. Merci beaucoup. Il y a encore une question. Nathalie, je ne sais pas si tu veux allumer ta caméra et ton micro pour la poser ou si tu me laisses la parole. Je te laisse la poser. Ah, mais on t'a vu maintenant que tu es là. D'accord, maintenant que je suis là, je voulais peut-être adresser une question davantage à Carmen, parce que vous nous avez présenté votre approche qui est fort intéressante. Et je me demandais, dans votre approche, est-ce que vous utilisez le discours ou utilisez le terme aussi en amont de l'intégration de bénéfices et de bénéfices non financiers? Est-ce que c'est un langage que vous utilisez également? Merci énormément, Nathalie. Effectivement,
C'est une très bonne question parce que c'est vrai qu'en économie, on va s'intéresser à la notion des externalités et aller à la mesure de ces externalités. On va dire qu'effectivement, on parle d'une externalité positive lorsqu'elle est génératrice de bénéfices et potentielle créatrice des gains nets lorsqu'on fait ce calcul des coûts et des bénéfices. Et ça pourrait être intéressant de nous poser la question si cette notion d'externalité qui a une tendance négative en soi, voilà, par l'usager, pourrait être transformée au mieux apprendre par tous les acteurs si on parlait plutôt des bénéfices non financiers. Et dans ce sens, la notion des services écosystémiques, qui est un potentiel bénéfice non financier de certains projets et pourrait être mieux approprié par certains acteurs. On a bien vu dans les vocabulaires des écologues, la notion des services écosystémiques dans certains milieux est en train de mieux être appréhendée par les solutions fondées sur la nature. Là, ils communiquent mieux lorsqu'ils s'intéressent à des bénéfices que la nature nous donne, aux solutions fondées sur la nature. Et la notion des services écosystémiques qui est très associée à une évaluation économique et une évaluation monétaire et toutes les limites que cela implique lorsqu'on cherche quelle est la mesure, comme Marie-André nous le rappelle, nous enlève effectivement à créer de la controverse dans certains projets et diviser des acteurs que nous cherchons plutôt à faire travailler ensemble. Peut-être, effectivement, ça pourrait être intéressant dans nos projets d'enlever ce mot vulgaire qu'on utilise en termes académiques, voilà, et peut-être nous intéresser à une terminologie, à une épistémologie beaucoup plus adaptée à ce que nos acteurs du terrain et nous-mêmes sont plus propices. Et j'ai effectivement, dans cette analyse des bénéfices non financiers, je retrouve un peu les travaux de la chaire Capital, la chaire comptabilité environnementale, comptabilité écologique que nous avons ici à Paris, les travaux des Harold Levrel et tous ces groupes d'économistes qui s'intéressent à comment mieux divulguer, comment mieux communiquer autour de la comptabilité écologique et l'appréhension des entreprises pour intégrer ces valeurs. Ça pourrait être intéressant, effectivement, si vous voudriez explorer un peu ces termes épistémologie et comment on pourrait trouver des exemples de rencontres dans lesquelles ces notions de bénéfices non financiers ont été utilisées. Ça peut être effectivement quelque chose de très intéressant. Merci, Carmen. Je ne sais pas si Nathalie, tu veux réagir ou Marie-André. Non? Non, je vais laisser peut-être Marie-André. Merci beaucoup, Carmen. En fait, la question que j'avais, moi, c'est au niveau de la demande. Vous travaillez beaucoup sur la demande, mais la demande, il faut qu'elle… Comment vous documentez la demande? Il faut qu'elle soit présentée, il faut que la partie ait eu l'occasion de le faire, donc il faut également qu'il y ait eu les ressources pour le faire. Donc, il me semble peut-être que ça exclut d'entrée de jeu certaines parties prenantes, non? Comment vous documentez cette demande? Merci Marie-André. Par exemple, dans Summer, on prévoit de mettre en situation les usagers. Voilà. Comment ce qu'on cherche, c'est avoir la disponibilité à payer de ceux qui utilisent les infrastructures de transport. Un de nos chantiers d'études est l'utilisation du tram et une ligne d'élargissement du tram dans ce territoire de Saint-Fond. À ces utilisateurs, on va leur proposer des différentes cartes de choix. Des potentiels et scénarios de végétalisation en fonction des classements, en fonction des distributions que ces personnes ont sondées, pourraient nous donner de ces préférences pour ces différents scénarios. On va effectivement corréler ces informations avec une certaine disponibilité à payer par une potentielle augmentation du prix dans le tarif de ces transports, par une potentielle augmentation de la taxe d'aménagement de cette infrastructure. Voilà. C'est-à-dire, on va essayer de corréler une valeur monétaire et les préférences pour ces attributs paysagères. Et on va collecter des informations à plus grande échelle. On souhaiterait la faire avec notre territoire des enfants,
un territoire témoin et aussi un territoire beaucoup plus large comme celui de la métropole. Et plus d'informations on a, statistiquement, ça sera plus significatif et on pourra effectivement donner de la valeur à les données qu'on aurait pu collecter. Voilà. Et dans les cas où ils n'auraient pas cette capacité à payer, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a estimé, on peut dire qu'on peut mettre en corrélation les prix ou la valeur qu'on attribue à certains services et les caractéristiques du paysage, et on a suffisamment de données pour pouvoir faire cette étude statistique ou cette étude économétrique. On va essayer de ressortir ce qu'on appelle la demande pour ce service par la capacité à payer ou la disponibilité à payer de ces usagers par certaines quantités de services. Et c'est dans ce sens qu'on essaye de reconstruire la fonction de demande. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle effectivement une évaluation des demandes de services, mais en fait, c'est une reconstruction par nos préférences d'utilisation de certaines infrastructures de transport, de certains paysages potentiels de ces infrastructures. Merci Carmen. Est-ce que ça répond à ta question, Marie-André? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Excuse-moi, dans ce projet, comme je viens de le dire, elle vient de commencer. C'est un projet qui a démarré cette année, qui est un projet de 300 dans lequel ITT COB nous accompagne. Et je profite un peu pour remercier parce que je sais que certains de nos financeurs du projet sont présents aujourd'hui. Merci pour la confiance qu'ils nous font à ces groupements de chercheurs qui s'initient dans ce type de démarche. Merci Carmen. Il faudra revenir dans 3 ans, répondre à ces mêmes questions après expérience. Pour vous dire effectivement si les Lyonnais sont prêts à contribuer voilà, à la renaturation de sa ville et si effectivement on a dans la capacité de contribuer à la renaturation par certaines infrastructures de transport. Merci beaucoup Carmen, et je vais être obligée de mettre fin à cet échange passionnant. Je vois que vous avez encore beaucoup de choses à dire, puis effectivement on pourrait peut-être reprendre cette discussion dans 2-3 ans pour voir où en sont ces projets et comment ils se sont mis en application. Carmen et Marie-André, je tiens à vous remercier pour votre participation fort sympathique aujourd'hui. On sent qu'il y a une émulsion qui se crée entre vous deux et c'est extrêmement intéressant à regarder et à écouter surtout. Et on vous remercie au nom de l'équipe d'ITCOP et de KEOPS d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir nourris de la sorte. C'était vraiment passionnant. Écoutez, merci oui, pour les... Comment? Merci à vous pour cette invitation, pour cette occasion riche de faire rencontrer des chercheurs, en fait, qui ne se seraient pas vus autrement. Merci beaucoup. Oui, c'était l'objectif, puis ça marche, c'est super. Et pour information, on a un autre séminaire dans pas très longtemps, dans 10 jours, le 8 juin, à la même heure, qui lui va porter sur les valeurs sociales et environnementales des infrastructures en milieu urbain. Nos invités seront Alice Jarry et Agnès Patuano, qui vont nous parler de propositions urbaines, de propositions innovantes, autour des infrastructures, qui sont des défis urbains complexes qui ont un impact sur le bien-être et la santé des populations et des écosystèmes. Donc, on va l'aborder sous cet angle-là, notamment. En effet, quand on parle d'infrastructure, on parle parfois de balafres, on parle au milieu de la ville, on parle de pollution, donc qui ont un impact sur la santé physique, psychologique des personnes. Donc, elles nous entretiendront de ça en parlant de leur approche en art, en design, en architecture, en pratique urbaine. Et elles vont nous expliquer, elles vont examiner avec nous le rôle clé que ces champs peuvent jouer afin de renouveler une conception, une expérience de l'espace urbain qui passe par la durabilité et l'inclusion. Donc, ça va être différent de ce qu'on a entendu aujourd'hui, mais ça va reprendre quand même, je pense, des notions qui ont été abordées pendant votre échange. Donc, si vous voulez vous inscrire, on va mettre le lien, dans comment ça s'appelle? Dans le chat, excusez-moi, je ne peux pas faire 2 choses en même temps.
Voici. Et donc, je vous invite à vous joindre à nous. Je souhaite vous remercier, donc Carmen et Marie-André. Je souhaite remercier tous les participants qui ont été présents avec nous aujourd'hui. Si jamais ça vous a donné des idées, des envies de collaboration ou autres, n'hésitez pas à communiquer avec les chercheuses Carmen et Marie-André ou avec ITCOP et KEOPS. On se fera un plaisir de relayer vos messages. On va mettre en ligne les supports visuels de l'enregistrement. Vous aurez ainsi accès aux différentes références auxquelles Carmen et Marie-André ont fait référence. On vous en informera par courriel quand ce sera disponible. Voilà, je souhaite aussi remercier Judith qui était derrière les manettes et qui participe, qui élabore ces rencontres avec moi. Donc voilà, merci à tout le monde. Ça va être abrupt comme fin puisque c'est fini. Au revoir. Merci beaucoup. Merci énormément pour cette invitation. Exactement.